Je m'appelle Chloé Dubois, et je veux vous raconter l'histoire du dîner qui m'a finalement libérée. Cela n'a pas commencé par une dispute, mais par le murmure paisible d'une vie parfaitement ordonnée que je m'étais construite, à des centaines de kilomètres de là où j'ai grandi. Mais pour comprendre la fin, il faut comprendre le commencement, les longues et silencieuses années passées dans l'ombre d'un foyer qui n'a jamais vraiment été le mien. Nous vivions dans un quartier tranquille du 6e arrondissement de Lyon, dans un de ces grands appartements haussmanniens avec moulures au plafond et parquet qui craquent, le genre d'endroit qui respire la bourgeoisie respectable et les traditions familiales. De l'extérieur, nous étions l'image parfaite de la réussite lyonnaise. Marc Dubois, un gestionnaire de patrimoine respecté, son épouse, Claire, une femme élégante et discrète qui s'occupait d'œuvres caritatives, leur fils, Léo, le charismatique héritier qui était devenu associé dans le cabinet de son père avant même d'avoir 30 ans, et moi, la discrète, celle dont il ne savait jamais trop quoi faire. Entre ces murs magnifiquement entretenus, l'amour était une monnaie d'échange, et elle n'était pas distribuée équitablement. Léo était le soleil autour duquel notre famille gravitait. Ses réussites étaient nos réussites. Ses coupes de tournois de tennis du lycée brillaient sur la cheminée du salon, son diplôme d'HC était encadré dans le bureau de mon père, sa photo de fiançailles trônait sur le piano. Il était une histoire que mon père aimait raconter, un témoignage de son propre succès, un héritage assuré. J'étais la note de bas de page. Mes victoires étaient petites, silencieuses et d'une technicité embarrassante. Quand Léo remportait un contrat important, mon père organisait un dîner avec ses collègues. Quand j'ai gagné un concours national de programmation à 16 ans, mon père a jeté un œil à mon diplôme et a dit « C'est bien, ma chérie. Mais tout ce temps passé devant un écran va t'abîmer les yeux. Tu devrais sortir un peu plus, comme ton frère. » C'était le refrain de mon enfance, sois plus comme ton frère. C'était une course que je ne pouvais pas gagner, car nous ne courions pas sur la même piste. Mon sanctuaire était ma chambre, une ancienne chambre de bonne au dernier étage, accessible par l'escalier de service. Tandis que le reste de l'appartement sentait l'encaustique et l'eau de Cologne de mon père, ma chambre sentait le papier ancien, la poussière et la vague odeur métallique d'ozone des vieux composants électroniques que je collectionnais. C'était un petit espace oublié, avec une lucarne qui donnait sur les toits de Lyon. Là, sur un bureau chancelant, trônait un ordinateur que j'avais assemblé moi-même avec des pièces récupérées. C'était mon portail vers un monde qui avait un sens, un monde gouverné par la logique, où l'effort produisait des résultats prévisibles. J'ai appris seul le C++, puis Python, puis le machine learning, les langages de cet autre monde qui me murmurait à l'oreille dans le vrombissement du ventilateur, tard dans la nuit. Je me souviens de mes 18 ans. Ma mère avait préparé un gâteau simple, sa douceur comme une excuse silencieuse pour le manque de célébration. Une semaine plus tard, pour les 25 ans de Léo, le grand salon fut transformé pour une réception somptueuse, avec traiteur, guirlandes lumineuses et la moitié du carnet d'adresses de mon père. Depuis le palier du dernier étage, je regardais les invités rire, une coupe de champagne à la main. Léo était au centre, la main de mon père sur son épaule, rayonnant. Je n'étais pas invisible par accident, j'étais invisible par conception. Mon ambition silencieuse ne cadrait pas avec le portrait de famille. La lettre qui a changé ma vie est arrivée un mardi pluvieux. École polytechnique. L'admission était une chose, mais être admise en tant que boursière en était une autre. C'était une clé, un plan, une voie de sortie. J'ai dévalé les escaliers, le cœur battant à tout rompre, et j'ai trouvé mon père dans son fauteuil en cuir, lisant les Échos. « Papa, j'ai été prise », ai-je dit, la voix tremblante d'un espoir que j'aurais dû savoir réprimer. Avec une bourse, à Polytechnique. Il a abaissé son journal, son expression illisible. « Paris », a-t-il dit, comme s'il nommait une planète lointaine et inhospitalière. « C'est loin, juste pour des ordinateurs. » Léo a fait HC, tu sais. C'est bien plus concret. Il a replié son journal et l'a posé. Ta mère va se faire un sang d'encre. Si tu es vraiment décidé à aller si loin, tu devras te débrouiller seul. Il n'y a eu ni félicitations, ni étreinte, ni moment de fierté partagée. Ma mère, qui a rangé un bouquet dans un vase, a simplement murmuré, il s'inquiète juste de la distance, ma chérie. Mais elle ne m'a pas regardé. Le moment s'est éteint.
J'ai remonté la lettre dans ma chambre, où les mots sur la page ressemblaient moins à une victoire qu'à une promesse de survie. Mon départ fut aussi silencieux que mon existence l'avait été. Le départ de Léo pour HC avait été un événement. Le mien fut un simple trajet en train un mardi matin. L'étreinte de ma mère fut brève, ses mains nerveuses. « Appelle-moi » a-t-elle murmuré. Mon père se tenait là, les mains dans les poches, m'adressant un signe de tête rigide. « N'oublie pas la famille qui t'a élevé » a-t-il dit. Ces derniers mots n'étaient pas une bénédiction, mais un avertissement. Alors que le TGV quittait la gare de la Part-Dieu, je n'avais pas l'impression de quitter un foyer. J'avais l'impression de me diriger enfin vers un. Je ne savais pas encore à quel point le voyage serait long et difficile, ni que le silence de ce que je laissais derrière serait plus assourdissant que le bruit du train. Je savais seulement que j'allais vers un endroit où mon nom pourrait enfin m'appartenir. Les premières années sur le plateau de Saclay furent une leçon de solitude. Pendant que mes camarades rentraient chez eux pour les vacances, je restais à la résidence universitaire, enchaînant les petits boulots pour payer mes frais de subsistance. La bourse était une bouée de sauvetage, mais elle ne couvrait ni la nourriture, ni les livres que je ne pouvais pas me permettre d'acheter neufs. Je me suis familiarisé avec le goût des pâtes instantanées et la douleur d'une solitude si profonde qu'elle me semblait physique. Mon refuge était la salle informatique de l'école, un espace lumineux ouvert 24 heures sur 24, qui sentait le plastique chaud et le café froid. Je trouvais une paix tranquille dans le bourdonnement des serveurs, dans la logique propre et irréfutable du code. Pendant que les autres sortaient, je construisais des choses. J'écrivais des algorithmes, je concevais des réseaux de neurones, et je me perdais dans des systèmes complexes. Les machines n'ont pas de favoris. Elles n'exigent pas que vous soyez quelqu'un d'autre. Elles répondent à la compétence, à la patience, au travail de vos propres mains. Durant ces années, j'ai appris à être mon propre pilier. Quand j'ai attrapé une pneumonie en 2e année, je suis allée seule à l'infirmerie, j'ai acheté mes propres médicaments et j'ai grelotté de fièvre seule dans ma chambre d'étudiante. Quand j'avais besoin d'encouragement avant un examen difficile, je m'écrivais des mots et les collais sur mon écran. Le silence de Lyon était un vide constant. J'envoyais des emails pour donner des nouvelles de mes projets, et ma mère répondait par de brèves notes enjouées sur le temps qu'il faisait à Lyon et la dernière promotion de Léo. Mon père ne répondait jamais. C'est lors d'un projet particulièrement ardu sur l'optimisation logistique que j'ai trouvé ma vocation. Le défi consistait à concevoir un système capable de rationaliser les chaînes d'approvisionnement pour les secours en cas de catastrophe. L'idée de mettre de l'ordre dans le chaos, d'utiliser l'élégance du code pour livrer de la nourriture et des médicaments à des personnes dans le besoin, a résonné en moi d'une manière inédite. Je ne résolvais pas seulement une énigme, je construisais un canal pour l'aide humanitaire. Après avoir obtenu mon diplôme avec les félicitations du jury, j'ai déménagé à Paris, attiré par l'écosystème technologique en plein essor de la capitale. Je ne voulais pas travailler pour un géant de l'industrie. Je voulais construire quelque chose à partir de rien. J'ai cofondé une petite start-up avec 2 autres diplômés, entassés dans un minuscule bureau à Station F. Nous l'avons appelé Axiom Flux. Notre mission était d'utiliser l'IA pour optimiser la logistique des ING et des organisations humanitaires. Les premières années furent un tourbillon de journées de 18 heures, de sandwichs grecs et de la menace constante de l'échec. Nous fonctionnions à la passion et à la caféine, codant jusqu'à l'aube, dormant sur des poufs dans le bureau. Il y a eu des moments où nous étions si proches de la faillite que je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Au cours d'une de ces périodes sombres, j'ai failli appeler à la maison. J'imaginais avouer mes peurs, mon épuisement. Mais je savais ce que j'entendrais. La déception silencieuse de mon père, le « je te l'avais bien dit » tacite. Alors je n'ai pas appelé. Je suis retourné à mon clavier, j'ai corrigé le bug, et nous avons survécu une semaine de plus. Notre percée est venue d'une tragédie. Lorsque des inondations massives ont dévasté le sud de la France, les organisations de secours traditionnelles ont été dépassées. Leur chaîne d'approvisionnement était en plein chaos. Sur un pari désespéré, nous avons offert notre plateforme gratuitement. Pendant 72 heures d'affilée, mon équipe et moi n'avons presque pas bougé, réacheminant des camions, suivant des fournitures médicales et utilisant nos modèles prédictifs pour acheminer l'aide là où elle était le plus nécessaire. Notre système a fonctionné.
Il a fonctionné à la perfection. Du jour au lendemain, Axiom Flux est passé d'une start-up en difficulté à une pièce maîtresse de l'infrastructure de secours nationale. L'histoire a été reprise par les médias, la petite entreprise parisienne qui révolutionnait les secours d'urgence. Mon visage s'est retrouvé en couverture d'un grand magazine économique. J'ai été invité à prendre la parole lors de conférences. J'ai été nommé dans la liste Forbes des 30 innovateurs de moins de 30 ans. Le monde applaudissait, mais de Lyon, il n'y avait que le silence. Je parcourais les articles de presse louant mon travail, puis je regardais mon téléphone, la conversation de groupe familial remplie de photos du nouveau bébé de Léo et de félicitations pour sa nouvelle maison. C'était comme si je vivais dans un univers parallèle qu'il ne pouvait pas voir. J'avais l'habitude de penser que le succès serait un langage que mon père finirait par comprendre. Je pensais que si je construisais quelque chose d'assez grand, d'assez tangible, il serait obligé de le reconnaître. J'avais tort. Plus le monde me voyait, plus je me sentais invisible pour eux. C'est alors que j'ai compris. Je n'avais pas couru après le succès. J'avais couru après un sentiment de valeur qu'aucun prix ou couverture de magazine ne pourrait jamais m'accorder. La validation que je désirais devait venir de l'intérieur. Le rachat d'Axiom Flux ne fut pas un événement spectaculaire, mais un processus prudent et délibéré. L'accord m'a laissé une sécurité financière que je n'aurais jamais pu imaginer, mais plus important encore, il m'a donné la liberté. La liberté d'arrêter de courir. Je n'ai pas acheté une villa ou une voiture de sport. J'ai acheté la paix. Je l'ai trouvée à Marseille, dans un appartement minimaliste perché au-dessus de la Méditerranée. Les murs étaient de verre, les sols d'un bois sombre et chaleureux, et la vue était un tableau vivant d'eau, de ciel et des îles du Frioul. L'espace était calme, épuré et entièrement à moi. Je l'ai meublé lentement, intentionnellement. J'ai acheté un canapé profond et confortable où je pouvais me pelotonner avec un livre et regarder les orages arriver du large. J'ai rempli les étagères de romans et de poésie, pas de manuel de gestion. Et au centre de la pièce principale, face à la mer, j'ai placé une longue et belle table à manger en noyer massif. Elle avait 10 chaises, toutes identiques. Pas de bout de table. Pas de hiérarchie. Chaque siège était égal. Sur un mur, j'ai accroché mon diplôme de Polytechnique et le brevet de l'algorithme qui avait été le cœur d'Axiom Flux. C'étaient les seules choses au mur. Ce n'étaient pas des trophées pour impressionner les autres, c'étaient des rappels silencieux, pour moi-même, de ce que j'avais construit. L'une des dernières choses que j'ai apportées dans l'appartement était le vieil ordinateur de ma chambre de bonne à Lyon. Je ne pouvais pas me résoudre à le jeter. Je l'ai installé sur un petit bureau dans un coin. Il avait l'air ancien et maladroit à côté de mon nouvel ordinateur portable élégant, mais quand je l'ai branché, le ventilateur s'est mis à tourner avec un bourdonnement familier et réconfortant. C'était un monument à la jeune fille qui avait trouvé refuge dans la logique, qui s'était construit un monde dans une pièce poussiéreuse et oubliée. Certains soirs, je m'asseyais simplement et je regardais les ferries glisser sur l'eau, leur lumière comme des étoiles lentes. J'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à essayer de gagner une place à une table où je ne serais jamais vraiment la bienvenue. Ici, dans le calme de cet appartement, j'avais enfin compris. Le but n'était pas d'obtenir une place à leur table. Le but était de construire la mienne. Cet endroit n'était pas une récompense pour mon succès. C'était un sanctuaire pour mon âme. Ici, je pouvais enfin respirer. Ici, il n'y avait pas d'ombre dans lesquelles se tenir, pas d'attente à décevoir, personne d'autre à être que moi-même. Et je commençais enfin à comprendre que c'était suffisant. L'invitation est arrivée par SMS, une semaine avant Noël. C'était de ma mère. Dîner du réveillon à 20h. Nous espérons que tu pourras venir. Aucune chaleur, juste une information. Depuis 7 ans, je n'étais pas rentrée pour les fêtes. C'était plus facile de rester à l'écart, de préserver la paix soigneusement construite de ma nouvelle vie. Mais cette fois-ci, c'était différent. Je n'étais plus la même personne que celle qui était partie. La jeune fille qui avait désespérément besoin de leur approbation avait disparu. À sa place se trouvait une femme qui rentrait chez elle non pas pour chercher la validation, mais pour fermer tranquillement une porte. Le trajet en TGV vers Lyon fut une plongée dans la mémoire.
La ville était exactement comme dans mes souvenirs, drapée dans la mélancolie douce et grise de la fin de l'automne. Alors que je conduisais la voiture de location dans les rues familières, un étrange sentiment de détachement m'envahit. L'immeuble, autrefois tout l'horizon de mon monde, ne ressemblait plus qu'à un immeuble. L'odeur à l'intérieur était la même, la dinde au marron, le parfum de ma mère, la vague senteur de l'encaustique. Ma mère m'a accueilli avec un sourire nerveux. « Chloé. Tu as l'air bien. » Léo était là avec sa femme et leurs 2 enfants, qui étaient silencieusement absorbés par leur tablette. Il avait les tempes plus grises, mais portait toujours la confiance facile d'un homme qui n'a jamais eu à remettre en question sa place dans le monde. Il me fit une accolade maladroite. Mon père était à son poste habituel, debout au bout de la table de la salle à manger, affûtant un couteau à découper. Il avait vieilli. La certitude inébranlable dans ses yeux avait été remplacée par quelque chose de plus fragile. Il me fit un signe de tête. « Chloé. » Le dîner fut une performance polie. Nous avons parlé de la météo, du dernier tournoi de golf de Léo, de l'école des enfants. Personne n'a posé de questions sur ma vie à Marseille. Personne n'a mentionné Axiom Flux ou le rachat. C'était comme si les 7 dernières années de ma vie n'avaient jamais eu lieu. Cela ne me dérangeait pas. Je n'étais pas là pour faire un rapport. J'étais là pour écouter, pour observer, pour me souvenir pourquoi j'étais partie. Puis vint le moment, comme il venait toujours. Après le plat principal, mon père tapa sur son verre de vin avec un couteau. Les conversations s'arrêtèrent. Il se leva, sa posture rayonnant d'une autorité familière. Il leva son verre. « Je lève mon verre », commença-t-il, son regard balayant son fils, ses petits-enfants, et enfin, moi. À la famille. Et aux enfants qui font honneur au nom de la famille. Il marqua une pause, laissant les mots flotter dans l'air, puis esquissa un petit sourire ironique. Point et aux autres. Le rire fut immédiat, par réflexe. Léo gloussa. Sa femme cacha poliment son sourire derrière sa main. Ma mère baissa les yeux sur son assiette, son habituel numéro de disparition. C'était la même blague, formulée différemment. La même cruauté désinvolte, servie avec un sourire. Et à cet instant, les années de blessures silencieuses, d'efforts, de sentiments d'être insignifiante, se sont unies en un seul point de calme absolu. Mon ancien moi se serait recroquevillé. Mon ancien moi aurait souri malgré la douleur, son silence étant le prix de la paix. Mais je n'étais plus mon ancien moi. Je posai doucement ma fourchette. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai regardé mon père droit dans les yeux, mon regard calme et clair, et j'ai souri. Un vrai sourire. C'est une bonne chose que je me sois fait mon propre nom, alors, ai-je dit, ma voix basse m'éportant à travers la table soudainement silencieuse. Un nom qui figurait dans la sélection Forbes des 30 de moins de 30 ans la semaine dernière. Vous n'aurez plus à vous soucier du mien. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Le sourire de Léo s'évanouit. Ma mère releva brusquement la tête, les yeux écarquillés par le choc. Le visage de mon père était un masque d'incrédulité. Il ouvrit la bouche, mais pour la première fois de ma vie, il n'avait rien à dire. J'ai reculé ma chaise et je me suis levée. Merci pour le dîner, maman. C'était délicieux. Je suis sortie de la salle à manger, mais pas mesurée et léger. Je ne me suis pas pressée. Sur le seuil, je me suis arrêtée et j'ai regardé la scène figée dans le temps, la table parfaitement dressée, les visages stupéfaits, l'homme au bout de la table, finalement réduit au silence. Joyeux Noël, ai-je dit doucement. Puis je suis sortie, refermant doucement la porte derrière moi. En m'éloignant de cet immeuble, sous un ciel rempli d'étoiles froides et lointaines, je n'ai ressenti ni colère ni triomphe. J'ai ressenti un profond sentiment de paix. Je n'avais pas gagné une bataille. J'avais simplement choisi d'arrêter de me battre. J'avais déposé la lourde et invisible armure que j'avais portée si longtemps. Je n'avais pas besoin de prouver que j'étais digne d'une place à leur table. J'avais la mienne. Et elle m'attendait, à des centaines de kilomètres de là, surplombant la mer, baignée par la lumière tranquille d'une vie que j'avais construite de mes propres mains. J'étais libre.